Pourquoi certains hommes deviennent-ils ladyboys pour survivre? Dans un pays où des millions de personnes construisent leur vie en dehors de toute structure officielle, l'apparence, la nuit et l'économie souterraine deviennent parfois les seuls moyens d'exister. Aux Philippines, cette réalité ne vient pas d'un effondrement récent. Elle s'est installée progressivement, décennie après décennie. La pauvreté s'est enracinée, les villes se sont étendues de façon anarchique, et les bidonvilles sont devenues une composante permanente du paysage urbain. Grandir ici, c'est comprendre très tôt une vérité brutale. Les options sont rares, et l'avenir se construit sur des compromis. Certaines trajectoires prennent alors forme. Devenir ladyboy relève parfois d'une identité profonde, mais aussi d'une adaptation calculée à un environnement où être visible, soigner son apparence et travailler la nuit offre plus d'opportunités qu'un emploi formel inaccessible. Ce documentaire ne défendra rien, ne condamnera rien. Il montrera sans filtre comment la pauvreté urbaine façonne ses vies et ce que cela signifie vraiment pour les personnes qui vivent ça au quotidien. Avant d'entrer dans cette réalité rarement montrée, soutenez la chaîne Nomade en aimant cette vidéo et en vous abonnant. Un ladyboy, dans le contexte philippin, c'est une personne née homme qui adopte une identité et une apparence féminine. Ça peut venir d'un ressenti profond, d'un parcours social, ou d'une adaptation à son environnement. Mais pour comprendre pourquoi certains hommes empruntent cette voie, il faut d'abord revenir au point de départ. Hi everyone, welcome to my vlog. Aux Philippines, la plupart de ces histoires ne commencent pas dans les centres commerciaux climatisés ou les quartiers touristiques. Elles naissent dans les bidonvilles urbains, ces zones que le pays a intégrées depuis longtemps dans son fonctionnement normal. Ces quartiers ne sont pas des camps provisoires ni des anomalies qu'on pourrait résorber un jour. Ils font partie du paysage. Des milliers de familles y vivent entassées, dans des habitations de fortune, souvent sans eau courante stable, sans électricité fiable, sans service public digne de ce nom. L'État? Presque invisible ici. La vie s'organise par nécessité, selon des règles que personne n'a écrites mais que tout le monde connaît. Grandir dans un bidonville, c'est apprendre très jeune que les portes sont fermées. L'école passe après la survie, le travail commence avant l'adolescence et l'idée de réussir socialement reste un concept abstrait. Beaucoup ne pensent pas à l'avenir sur le long terme, ils négocient leur existence jour après jour. On comprend alors qu'ici, la pauvreté n'est pas un accident de parcours. C'est une condition permanente qui façonne les comportements, les choix possibles et surtout les compromis. Avant même que la question de l'identité, du genre ou de la visibilité se pose, une réalité s'impose. Vivre dignement relève déjà de l'exploit quotidien. Manille compte plus de 500 bidonvilles officiellement recensés, mais le chiffre réel est probablement bien plus élevé. Dans certains quartiers comme Tondo, la densité atteint 70 000 personnes par kilomètre carré, l'une des plus élevées au monde. Les familles vivent dans des cabanes de tôle et de bois recyclés, parfois à moins de 2 mètres les unes des autres. Quand il pleut, les ruelles deviennent des rivières d'eau usée. Quand il fait chaud, la chaleur étouffante transforme ces abris en fours. C'est dans cet environnement que tout se joue, bien avant que quiconque devienne ladyboy. Dans les quartiers informels des grandes villes philippines, la pauvreté ne se transmet pas par choix, elle se transmet par le contexte. La majorité des familles survivent grâce à des revenus irréguliers, petits commerces de rue, travaux au jour le jour, récupération de matériaux, services précaires. Cette instabilité financière détermine directement l'accès à l'éducation et à la santé. L'école, officiellement gratuite, reste difficile à maintenir dans la durée. Les frais annexes s'accumulent: uniformes, fournitures, transport. Et surtout, il y a la nécessité de contribuer aux revenus familiaux. Beaucoup d'enfants abandonnent très tôt. Le décrochage scolaire devient la norme, réduisant drastiquement les chances d'obtenir un emploi formel plus tard. L'entrée précoce dans le monde du travail modifie profondément la construction de ces jeunes. L'enfance se raccourcit, remplacée par des responsabilités économiques. Les notions de projet professionnel ou de carrière structurée perdent rapidement leur sens. Les objectifs deviennent immédiats: manger aujourd'hui, aider la famille ce mois-ci, éviter l'endettement. Selon les données du Philippine Statistics Authority, près de 40% des enfants issus des bidonvilles urbains n'atteindront jamais le niveau secondaire. À 12 ans, un enfant sur 3 travaille déjà, vendeur de cigarettes dans les rues, laveur de pare-brise au feu rouge, porteur dans les marchés. À 15 ans, certains gagnent déjà plus que leurs parents, mais ce n'est jamais suffisant.
La dette s'installe, souvent auprès de prêteurs informels qui pratiquent des taux d'intérêt dépassant 20% par mois. Une famille peut s'endetter pour une urgence médicale et ne jamais s'en remettre. Dans ce piège financier permanent, chaque décision devient une question de survie immédiate, et l'idée même de planifier l'avenir devient un luxe inaccessible. Dans ce contexte, les inégalités se renforcent mécaniquement. Les opportunités se concentrent dans les secteurs qui nécessitent peu de qualifications mais où la concurrence est féroce, les revenus faibles et la protection inexistante. L'ascension sociale devient statistiquement marginale non par manque d'efforts, mais parce que le système est saturé. La pauvreté urbaine façonne ainsi les trajectoires dès le plus jeune âge. Elle détermine le rapport au travail, au corps, au temps, à l'avenir. Les choix qui apparaîtront plus tard comme atypiques ou incompréhensibles prennent racine ici, bien avant toute décision visible. Quand le travail formel devient inaccessible, l'économie informelle devient le seul terrain de jeu. Vente de rue, services non déclarés, petits commerces improvisés, emplois nocturnes, tout ça structure une grande partie de la vie économique urbaine. Ces activités offrent une flexibilité immédiate, mais zéro stabilité à long terme. L'économie nocturne de Manille génère des millions d'euros chaque année, mais ses revenus ne figurent dans aucune statistique officielle. Dans des quartiers comme Malat ou Ermita, la nuit transforme complètement le paysage urbain. Les rues désertes le jour deviennent des artères vibrantes d'activité. Des milliers de personnes travaillent de 22h à 6h du matin, serveuses, hôtes, animateurs, escorts. Certains gagnent en une nuit ce qu'ils mettraient une semaine à obtenir dans un emploi formel, si tant est qu'ils puissent en trouver un. Mais cette économie fonctionne sans contrat, sans protection, sans garantie. Un client violent, une descente de police, une maladie, et tout s'effondre. Pourtant, chaque soir, des milliers de personnes prennent ce risque, parce que c'est encore mieux que l'alternative. Ici, la valeur ne repose plus sur les diplômes ou l'expérience. Elle repose sur ta capacité à générer un revenu rapidement. Le temps se mesure en journées rentables, pas en projets durables. La priorité, c'est répondre aux besoins immédiats. L'anticipation, l'épargne, ça reste des concepts théoriques. Cette logique transforme le rapport au corps et à l'apparence. Dans certains secteurs, être visible devient un atout, parfois une condition. L'image, la présence nocturne, la capacité à attirer l'attention peuvent ouvrir plus de portes que des compétences formelles qu'on n'aura jamais. Ce n'est pas un choix culturel, c'est une adaptation à un environnement saturé et compétitif. La nuit occupe alors une place centrale. Elle concentre les activités exclues des horaires officiels. Bars, divertissements, services informels, échanges non déclarés, tout ça forme un réseau parallèle, toléré sans être reconnu, mais indispensable au fonctionnement quotidien de nombreux foyers. Dans ce système, la frontière entre stratégie et contrainte reste floue. Les parcours se construisent par ajustements successifs, guidés par la nécessité plutôt que par la projection. Les décisions prises à court terme façonnent durablement les trajectoires, réduisant progressivement les possibilités de faire autrement. Aux Philippines, le terme ladyboy recouvre des réalités très différentes. Pour certains, ça correspond à une identité ressentie depuis longtemps. Pour d'autres, ça s'inscrit dans un parcours façonné par l'environnement social et économique. Ces deux dimensions coexistent, se croisent, sans se confondre systématiquement. Les Philippines comptent entre 500 000 et 1 million de ladyboys selon les estimations, bien qu'aucun recensement officiel n'existe. Dans certains quartiers, leur présence est si intégrée qu'elle ne provoque aucune réaction particulière. Certains commencent leur transition dès l'âge de 14 ou 15 ans, souvent encouragés par des pères plus âgés qui leur montrent qu'il existe un marché. Les hormones féminisantes s'achètent sans ordonnance dans les pharmacies de rue pour quelques pesos. Cette transformation physique devient un investissement économique, plus l'apparence est convaincante, plus les opportunités augmentent. Mais c'est aussi un engagement irréversible dans un parcours dont personne ne parle vraiment des conséquences à long terme. Dans les quartiers urbains défavorisés, l'accès à l'emploi reste fortement conditionné par l'apparence, les réseaux, la capacité à s'insérer dans des espaces économiques spécifiques. Dans ce contexte, adopter une identité féminine peut élargir le champ des possibilités. Certains secteurs liés au divertissement,
à la vie nocturne ou aux services informels offre davantage d'ouverture aux ladyboys qu'aux hommes pauvres, jeunes et sans qualification. Ce repositionnement social ne s'effectue pas de manière uniforme. Ça peut prendre la forme d'un changement progressif d'apparence, de l'usage de vêtements féminins, de la prise d'hormones, ou simplement d'une présentation adaptée aux attentes de certains milieux. Ces pratiques s'inscrivent souvent dans une logique pragmatique, orientée vers l'accès à des revenus plus réguliers. La visibilité joue alors un rôle central. Dans un environnement saturé, attirer l'attention devient un avantage économique. L'identité féminisée permet parfois de se distinguer, de capter une clientèle ou d'accéder à des réseaux informels fermés aux autres profils. Cette dynamique ne repose pas sur une reconnaissance sociale globale, mais sur une utilité économique ponctuelle. L'entrée dans ces trajectoires s'accompagne souvent d'attentes précises. Revenus plus rapides, accès à certains espaces urbains, reconnaissance sociale limitée mais immédiate. Ces éléments nourrissent l'idée d'une amélioration possible. Les récits de réussite circulent, portés par l'observation de parcours visibles et par les réseaux sociaux qui montrent la partie glamour. Sur Instagram et TikTok, certains ladyboys philippins affichent une vie de luxe, maquillage impeccable, sorties dans des clubs huppés, photos avec des touristes fortunés. Ces images créent une illusion puissante pour les jeunes qui observent depuis les bidonvilles. Mais la réalité derrière ces posts est souvent bien différente. Ces contenus sont soigneusement mis en scène, montrant les quelques heures fastes et cachant les semaines difficiles. Les algorithmes favorisent le spectaculaire, pas le quotidien. Un ladyboy peut passer 3 heures à se préparer pour une photo qui lui rapportera quelques likes, puis rentrer dans une chambre partagée avec 4 autres personnes. Cette économie de l'apparence crée une pression constante et un décalage cruel entre l'image projetée et la vie réelle, alimentant un cycle d'attentes irréalistes pour la génération suivante. La réalité quotidienne s'avère beaucoup plus fragmentée. Les revenus restent irréguliers, fortement dépendants de l'âge, de l'apparence et de la demande. Les périodes de stabilité alternent avec des phases d'incertitude marquées. La concurrence reste élevée, et les opportunités se renouvellent rarement de manière durable. L'environnement nocturne, souvent perçu comme un espace d'ouverture, impose aussi ses propres contraintes. Les horaires décalés, la pression constante à maintenir une certaine image, l'exposition à des situations à risque influencent profondément l'équilibre personnel. Le rythme de vie s'organise autour de cycles courts, laissant peu de place à la projection à long terme. Ce décalage entre les attentes initiales et l'expérience vécue contribue à renforcer la dépendance au système informel. Les choix réalisés deviennent difficiles à remettre en question, non par conviction, mais par absence d'alternatives crédibles. Avec le temps, les effets de ces trajectoires deviennent plus visibles. La dépendance à l'apparence impose une pression constante. Le corps, utilisé comme levier économique, nécessite un entretien permanent et coûteux. La prise d'hormones sans suivi médical reste fréquente, exposant à des déséquilibres hormonaux, des complications cardiovasculaires, des troubles métaboliques. L'accès aux soins demeure limité, surtout sans revenus stables. Sur le plan social, la visibilité ne garantit aucune protection. Les discriminations persistent dans l'accès au logement, aux services, aux emplois formels. Where are you from? Filipino? Les violences verbales et physiques, bien que rarement documentées officiellement, font partie du quotidien. L'isolement social progresse à mesure que les liens familiaux se distendent et que les relations se concentrent autour de cercles professionnels instables. Les témoignages recueillis auprès d'organisations locales révèlent des réalités brutales. Des ladyboys de 35 ans qui paraissent en avoir 50, usés par les hormones bon marché et le rythme nocturne. Décor marqué par les injections clandestines de silicone qui ont migré ou provoqué des infections. Des cas de dépression sévère quand les clients se font plus rares, quand l'apparence ne suffit plus à compenser le vieillissement. Certains développent des addictions pour tenir le rythme ou échapper à la réalité. La violence reste un risque constant, agression de clients, règlement de compte, brutalité policière, sans qu'aucun mécanisme de protection ne soit réellement en place. Sur le plan psychologique, la pression liée à la performance, à l'exposition permanente et à l'incertitude financière pèse durablement. L'anxiété, la fatigue chronique et le sentiment d'enfermement dans un rôle économique apparaissent fréquemment. La possibilité de réorienter sa trajectoire se réduit à mesure que les années passent.
Avec le temps, les possibilités de réorientation se réduisent. L'accès au marché du travail formel devient de plus en plus difficile en raison du manque de qualifications reconnues, des ruptures de parcours et de la stigmatisation persistante. Les expériences acquises dans l'économie informelle se traduisent rarement en compétences valorisables dans des secteurs plus stables. La dépendance à l'apparence et à la visibilité renforce cette fermeture progressive. À mesure que l'âge avance, les opportunités se raréfient, tandis que la concurrence reste forte. L'absence de mécanismes de transition ou de dispositifs d'accompagnement accentue cette vulnérabilité, enfermant de nombreux parcours dans une continuité subie. Imaginez un ladyboy de 40 ans qui tente de postuler à un emploi formel, caissier, vendeur, employé administratif. Sur son CV, un vide de 20 ans, ou pire, des emplois dans le divertissement nocturne que tout recruteur interprète immédiatement. L'apparence féminisée, qui était un atout économique pendant 2 décennies, devient un obstacle insurmontable. Les employeurs ne le disent pas ouvertement, mais le rejet est systématique. Certains tentent de détransitionner, d'adopter à nouveau une présentation masculine, mais le corps a changé, les documents d'identité ne correspondent plus, et psychologiquement, c'est une violence supplémentaire. D'autres se tournent vers des activités encore plus précaires, mendicité, petits délits, dépendance totale à des réseaux de solidarité informels qui s'effritent aussi. Le piège s'est refermé silencieusement, année après année, sans qu'aucune sortie viable n'ait jamais vraiment existé. Ce qui ressort de ces parcours dépasse largement les trajectoires individuelles. Il ne s'agit pas d'interroger des choix personnels, mais de comprendre un fonctionnement collectif, façonné par la pauvreté urbaine, les inégalités persistantes et la rareté des alternatives accessibles. Les ladyboys visibles dans l'espace public ne constituent pas un phénomène isolé. Leur présence traduit l'existence d'un système où certaines formes de survie deviennent plus accessibles que d'autres. Quand le travail formel reste hors de portée, que l'éducation ne garantit plus d'ascension sociale et que les marges économiques se réduisent, des stratégies spécifiques émergent, adaptées à ces contraintes. Ce documentaire ne propose pas de solution simple parce qu'il n'y en a pas. Changer cette réalité nécessiterait une transformation profonde du système économique philippin, création massive d'emplois formels, investissement dans l'éducation publique, accès universel aux soins, restructuration urbaine des bidonvilles, lutte contre la corruption qui détourne les fonds publics. Des réformes qui se heurtent à des intérêts politiques et économiques puissants. En attendant, des milliers de jeunes continueront à naître dans ces quartiers, à grandir avec les mêmes options limitées, et certains continueront à devenir ladyboys non par choix libre et éclairé, mais parce que dans leur environnement, c'est encore la stratégie qui semble la plus viable. Comprendre cette réalité, c'est accepter de regarder en face les mécanismes qui produisent et reproduisent la pauvreté urbaine, et les parcours humains qui en découlent.